le final de cette 22e édition du Trail Ventoux. Un final complètement fou, complètement incroyable entre Thomas Cardin et Thibaut Garibier. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Salut Thomas. Salut. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique enregistré depuis Bédouin à l'occasion du Trail du Ventoux. Nous sommes réunis aujourd'hui car tu t'apprêtes à prendre le départ demain matin du format 46 km. On enregistre cet épisode le 9 mars qui est dite la journée des 40 martyrs. Un célèbre adage dit à ce propos, s'il gèle aux 40 martyrs, il gèlera encore 40 nuits au pire. Est-ce que toi t'es prêt là, tu re-signes pour 40 jours comme ça encore là jusqu'au 19 avril 40 jours identiques, pas avec la même météo en tout cas, avec la même envie de courir, oui pourquoi pas, parce que dans 40 jours ça sera quasiment, enfin je pense que les championnats de France de trail seront passés, donc va falloir tenir avec la motivation jusque là, puis la bonne forme jusque là, donc on va voir ce qui se passe demain, mais peut-être que je re-signerai tout autant. Difficile le plateau de forme à maintenir, c'est compliqué? C'est pas difficile, mais le problème, c'est qu'on peut toujours avoir des incidents de parcours, des petites blessures, une maladie par-ci, enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et c'est vrai que ça fait tout le temps, ça donne un peu de l'appréhension pour être quand on veut être prêt à une échéance donnée, notamment là, le championnat de France de trail dans un gros mois. Tu as déjà participé à plusieurs reprises au Ventoux. Est-ce que tu as eu des conditions comme ça là, préalablement sur les éditions auxquelles tu as pris part? J'ai pris part à 3 départs au Ventoux déjà. Et ça n'a jamais été le même parcours. La première fois, j'ai fait le parcours classique qui monte au sommet. C'était en mars et il avait fait beau. Il avait fait beau, froid mais beau. 4e place. Ouais, ex aequo avec Ludo à 3e place. Bon. Ok. On était arrivés main dans la main. Ouais. Et ensuite, l'année d'après, je crois, ou 2 ans, l'année d'après, le Ventoux avait été annulé à cause du Covid, et puis l'année suivante, j'avais refait le Ventoux, et là sur un parcours différent puisqu'il avait lieu en juin, ouais. Et on avait pu passer au sommet, et on était passé sur le côté est de la montagne qui n'est pas accessible en hiver. Donc 2e fois, c'était ma première victoire. Et puis il y a 2 ans, en 2022, c'était la course de sélection au championnat d'Europe de trail, et où aussi j'avais gagné, et c'était le parcours de repli parce que les conditions étaient très mauvaises, et donc le parcours de repli c'est celui qu'on va faire demain, donc je me sens un peu en terrain connu. Ça te bouscule psychologiquement là quand tu sais que les conditions vont être moyennes ou que le parcours de repli, ou c'est une information comme une autre et tu l'assimiles? Ça me touche très peu en fait, parce que c'est vrai qu'on fait un sport dans lequel on s'entraîne beaucoup dans des conditions, enfin on s'entraîne toujours en conditions réelles, et c'est vrai que moi il n'y a jamais un entraînement, je bâche jamais un entraînement parce qu'il fait mauvais, donc demain ça me fait pas du tout peur, et même j'aime bien les conditions difficiles. Plus la course est difficile, c'est-à-dire qu'elle est difficile pour tout le monde, et dans ces cas-là j'ai l'impression de pouvoir tirer encore plus mon épingle du jeu. Thomas, on va commencer cet épisode avec une présentation. Je vais te demander de faire ce boulot-là. Je vais t'imposer une contrainte. À ce stade, tu n'as pas le droit de me parler de sport. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir de Thomas Cardin sans parler de sport? Ça va être compliqué parce que le sport c'est important dans ma vie, pas seulement la course à pied. Attends, t'as une famille, t'as un oui, boulot, t'as plein de choses. Du coup, moi j'ai 29 ans, voilà, originaire de Grenoble. J'ai fait des études classiques comme tout le monde. À Paris. Je suis allé à Paris pendant 4 ans pour mes études. Je suis titulaire d'un master en droit. Voilà, et puis après mon master, je me suis réorienté pour devenir professeur des écoles. Cette réorientation, c'est un peu un lien avec le sport parce que je voulais à ce moment-là courir. Voilà, donc aujourd'hui, l'idée c'était d'avoir un peu plus de temps. Aujourd'hui, du coup, ça fait 6 ans que je suis professeur des écoles. Je suis surtout enseigné en maternelle. Cette année, je suis professeur dans une classe de moyenne et grande section. Voilà, je suis marié et j'ai une petite fille qui a 1 an et demi. Et désormais, j'habite à Chambéry. Et du coup, je partage ma vie entre la vie de famille, la vie professionnelle et puis le sport qui me prend beaucoup de temps.
mais on n'a pas le droit d'en parler. On n'a pas le droit d'en parler, absolument. Voilà. Et là, j'ouvre les vannes. Là, on peut en parler, ça y est. T'as pas commencé par la course à pied, c'est la natation notamment qui était très, très présente. Quel rapport toi t'entretenais à la natation et puis à quel moment la course à pied elle a trouvé place dans sa vie finalement tardivement? Ouais, la natation, ça a été le sport dans lequel je me suis entraîné, où j'ai fait mes armes en fait, où j'ai appris à m'entraîner, à être régulier, à aller chercher une progression, etc. Mais c'est vrai que le sport a pris de la place dans ma vie. Il y avait la natation et il y avait beaucoup de choses aussi, beaucoup de randonnées avec mes parents parce qu'on habitait à Grenoble, un peu de ski, et puis aussi le sport proposé au collège. J'ai fait l'association sportive du collège, j'étais très assidu. J'avais un prof qui nous emmenait en pleine nature à faire de l'aviron, du ski de fond. Enfin, on a fait de la course d'orientation, plein de choses. Donc le sport prenait beaucoup de place, beaucoup de place. Et cette natation qui m'a accompagné jusqu'à mes 18 ans, où je m'entraînais beaucoup, jusqu'à 5-6 fois par semaine. Et c'est vrai que, bon, j'ai pas le physique d'un nageur. Je m'éclatais, mais au moment quand je suis parti me faire mes études, en fait, j'y trouvais moins de plaisir à nager. Et du coup, je me suis arrêté. Pendant quelques années, j'ai un peu moins fait de sport pendant mes études. Et puis, j'ai repris vers mes 20 ans. J'ai repris par la course à pied où j'avais toujours une attirance pour ce sport-là. Et puis, depuis, ça m'a plus du tout lâché. Je m'y consacre vraiment beaucoup. La discipline, ça a été un sujet pour toi ou tu as toujours été très discipliné, très engagé dans tes pratiques, même déjà très jeune? En natation, on n'avait pas trop le choix de la discipline. Hein. Et ça t'allait bien? C'est plutôt, on n'avait pas forcément besoin de réfléchir, on appliquait ce que disait le coach et puis c'était tout. Je détestais pas. C'est assez agréable de poser le cerveau et de juste forcer. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais par exemple dans mes entraînements. Quand le coach donne une séance, il ne s'agit pas de réfléchir à pourquoi tu l'as fait, il s'agit de bien la faire. Après, en amont ou en aval, tu peux réfléchir à si la séance était bien programmée et pourquoi elle était intéressante. Mais sur le moment, il faut poser le cerveau. Donc ça m'a appris cette discipline aussi d'obéir. Et puis la discipline d'y aller aussi tout le temps, d'être régulier. Je pense que ce que ça m'a surtout donné, c'était le goût de l'effort. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu dans ma vie, qui est central. C'est j'aime faire quelque chose, j'aime aller au bout des choses, j'aime créer quelque chose, que ça soit avec mon corps, avec mes mains, avec mes pieds, avec mes jambes. Et du coup, ce goût de l'effort, de fournir un effort pour ensuite avoir un résultat, c'est la natation qui me l'a inculqué, je pense. Et franchement, c'est bien, quoi. C'est quelque chose qui est positif dans ma vie. Donc, tu avais une approche qui était déjà orientée performance, très jeune, très tôt. Tu cherchais aussi ça, au-delà du dépassement, il y avait cette quête de résultat? Ouais, il y avait très jeune, j'ai eu la quête de performance en natation. Et ensuite, j'ai perdu. C'est-à-dire, quand j'ai commencé la course à pied, il n'y avait pas du tout cet état d'esprit d'aller faire des performances. J'ai découvert le trail. J'ai commencé par faire du trail un peu longue distance. Et je suis tombé dedans par la nature, par le fait d'être dehors, l'effort physique dehors. Et là, juste la rétribution gratuite d'avoir fait un bon moment en montagne, ça me suffisait à être heureux. Et puis, tout doucement, je suis allé vers la compétition. Et je suis retombé dans le truc que je connaissais de la natation, où il y avait cette histoire de faire une performance et d'essayer de progresser et d'essayer d'être le meilleur. Et ça m'a du coup plu, c'était un attrait de plus. Et aujourd'hui, je fais plus de la course à pied pour ça que pour l'envie d'être en nature et que mes désirs que j'avais en début de pratique du trail, quoi. Ce démarrage tardif, est-ce que d'une certaine façon tu penses qu'il a pu être préjudiciable, en tout cas, ou a demandé de compenser sur certains aspects, notamment la vitesse, sur le plat, etc. Est-ce que tu as l'impression qu'il y avait des éléments techniques qui t'auraient permis d'aller peut-être plus vite ou d'atteindre plus rapidement certains paliers? En trail, pas forcément. Je pense qu'en trail, le fait d'avoir commencé plus tôt m'aurait pas forcément avantagé. Après, moi, j'ai pas de regrets ou de remords Enfin bon, ce qui est fait est fait. Je progresse encore vachement dans tout ce qui est athlétisme, donc à plat et donc j'ai pas l'impression mes objectifs sont pas tournés vers là, donc c'est vrai que ça me dérange pas plus que ça. C'est vrai que les choses auraient pu être différentes. Peut-être que si j'avais commencé l'athlétisme plus jeune, j'aurais peut-être pu faire une autre discipline athlétique. Ça m'aurait peut-être intéressé. Quand je vois ce qu'ils font sur marathon aujourd'hui, c'est vrai que ça fait un peu rêver. Mais je pense que elle est belle là. On peut se dire que ton histoire actuelle, elle est très bien. Oui, voilà, elle est très belle comme ça. Oui. Et puis en fait. Y a le trail, c'est ça aussi qui est beau dans le trail, c'est que même que ça soit chez les amateurs ou chez les élites, on a tous des parcours de vie, des parcours de sportifs différents, et il n'y en a pas un qui fonctionne mieux que l'autre. C'est très hétérogène, et il n'y a pas non plus un physique qui prédomine, qui fonctionne bien, et c'est ça que je trouve beau. Et du coup, chacun s'appuie sur ses forces et ses faiblesses, et en fait
de par mon histoire sportive et personnelle, j'ai développé certaines forces et certaines faiblesses, et c'est sur ces forces et faiblesses que je m'appuie aujourd'hui. Donc il n'y a pas de regret d'avoir commencé la course à pied tard. À quel moment tu as pris conscience de tes qualités, où tu t'es dit que là, tu pouvais aller chercher du haut niveau? Est-ce qu'il y a un déclic, un moment, ou est-ce que c'est une construction, une progressivité dans la performance? C'est un peu... Tu vois, c'est quand j'étais à l'école primaire, j'ai déjà gagné le cross, le machin. Il y avait des indices. Voilà. Je savais que j'étais fort en course à pied, j'aimais bien courir. Après, j'ai jamais eu de grands rêves, mais je me suis jamais mis de limite non plus. Moi, les premières images de ce que je me souviens du trail, quand j'ai découvert le trail, c'était des championnats du monde en Espagne ou au Portugal. Je regardais l'équipe de France sur le live dans ma chambre à Paris, et je me suis dit que j'avais envie de faire pareil. Et au fond de moi, je me disais, ça devrait être réalisable. Mais je savais même pas si j'étais capable de courir 60 bornes. Hein. Mais je me disais, c'était pas un rêve non plus, mais je me disais, ça doit être réalisable, avec du boulot, etc. Et du coup, je me suis lancé un peu dans cette aventure-là. Mais derrière, je me suis toujours dit, ça doit être faisable. En fait, petit à petit, je pense que tout est faisable pour à peu près tout le monde est capable de faire des grandes choses, mais il faut juste trouver un objectif réalisable et y aller petit à petit et prendre son temps. Et voilà, donc il n'y a pas eu de déclic, les choses se font tout doucement. Je voudrais qu'on revienne sur une course qui a été particulière pour toi. C'est pas forcément peut-être la plus emblématique ou les performances les plus exposées, mais je t'ai entendu parler de ta 6e place au Trail de la Drôme en 2019. Est-ce que cette course elle a un sens particulier pour toi? Est-ce que tu peux nous expliquer pour quelle raison? Bon, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de déclic, mais c'est vrai que cette course, elle a marqué ma vie de sportif. J'ai commencé le sport sans coach, la trail sans coach. Je faisais un peu à la passion, et quand tu fais à la passion, souvent t'en fais trop. Donc je me suis blessé après 3 années de pratique du trail, alors que j'avais une volonté de faire du haut niveau. Je me suis blessé, je me suis fait une fracture de fatigue à la hanche, et ça a mis près de 9 mois. J'ai mis près de 9 mois à recourir, à avoir des bonnes sensations. Et à ce moment-là, c'est là où ça a été pour moi, dans ma vie de sportif, le moment le plus dur. C'est le moment où tu te poses des questions, parce que ce que tu fais, ce que tu aimes faire, t'a blessé, te fait souffrir. Et donc, ce que tu aimes faire, ça te procure plus de... Et t'es malheureux, quoi. Et t'es malheureux parce que t'as fait trop ce que tu aimais faire. Enfin, t'es allé tellement au bout des choses, au bout de ta passion, que tu en es devenu malheureux. Ça devient destructeur. Et du coup, pendant cette période de blessure, j'avais pas encore fait j'avais fait du trail, j'avais fait des belles places sur des courses et tout. Et je me suis même demandé si j'avais pas arrêté le trail. Parce que ça me rendait trop malheureux d'être blessé. Comment tu as réussi à inverser ça? Après, tout doucement, les choses se sont passées. Et puis, surtout, c'est là où j'ai rencontré mon coach, Philippe Propage. Et c'est lui qui a pris en main ma réathlétisation et mon entraînement. Et depuis, c'est toujours lui. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est préparé pour le Trail de Rome. Et j'ai repris à courir 7 semaines avant le Trail de Rome en 2019. Et c'est vrai que c'était la course de sélection pour les championnats du monde qui se passait au Portugal, je crois. En Italie, peut-être cette fois. Bon. Et championnat du monde. Donc il y avait tout le plateau élite français. Et je suis parti la fleur au fusil. Et c'est vrai que j'attendais rien de cette course. Je voulais juste m'éclater. Et à la fin, je fais 6e et donc premier non sélectionné. Et ça pourrait être une déception, mais ça n'était pas une en fait. Ouais. Et en fait, ça a été une immense joie. C'est peut-être les émotions les plus fortes que j'ai eues pendant les derniers kilomètres d'une course. Se dire, j'ai survécu à tout ce qui m'est arrivé. Je me suis entraîné. Et puis maintenant, je suis vraiment pas loin de ce que je veux faire, quoi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à bosser. Et c'est pas grave si c'est pas aujourd'hui. Ça sera demain, ça sera dans 1 an, dans 2, dans 3, dans 4 ans. On s'en fiche, on va bosser et c'est pas possible que ça fonctionne pas. Et du coup, il y avait tout ça qui était en jeu et c'était exceptionnel cette course. Thomas, nos auditeurs ne le voient pas forcément, mais tu as changé un peu de couleur. Là, tu arbores un maillot manche longue et un short noir avec écrit Keep Run dessus. C'est ta nouvelle équipe depuis le début d'année. C'était quoi tes critères pour prendre la décision de les rejoindre après 6 ans de bons loyaux services avec Oka? C'était quoi les attentes et surtout les garanties? Et puis toi aussi, ce que tu avais envie d'apporter à ce projet? Alors moi, j'étais très, très reconnaissant de toute l'histoire que j'ai pu vivre avec la marque Oka, parce que c'est vrai que sur ces 6 années, où j'ai énormément progressé, ils m'ont amené jusque-là. Ils m'ont soutenu dans mes projets, notamment dans le projet de devenir semi-professionnel il y a 2 ans, où j'ai signé un contrat plus important qui me permettait d'avoir un demi-salaire dégagé par le sport. Donc toujours ils m'ont soutenu dans les meilleurs moments comme dans les pires, parce que dans ces moments j'ai eu ma fracture de fatigue, j'ai eu plein d'autres projets. 6 ans, c'est une longue histoire en plus. Ouais, c'est une longue histoire. Voilà, j'ai
j'ai pas quitté la marque à reculons parce que je m'y sentais bien, parce que j'aimais les produits, etc. J'ai quitté la marque parce qu'on me proposait une autre histoire ailleurs et puis surtout des beaux projets avec Keeprun. L'histoire de monter une team, d'être un peu... et puis pas seulement de monter une team, c'était aussi d'être dans le développement des produits. Et ça m'a beaucoup intéressé. Quand Thierry m'a appelé pour me proposer de faire partie de Keeprun, tout de suite, il m'a parlé de construire les produits avec les équipes de Decathlon. Thierry Breuil, pour le citer. Oui, Thierry Breuil. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, que le sport me dépasse un peu, ça soit plus seulement moi, mais aussi que mon expérience et ma vie de sportif puissent servir un peu aux autres. Et ça, contribuer à collaborer pour créer les produits, c'était important pour moi. Et puis, au-delà de ça, c'est vrai que je rejoignais une marque dont les valeurs me correspondaient bien et avec lesquelles j'étais bien en accord, notamment le fait de pouvoir offrir le sport au plus grand nombre. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui le coût des équipements sportifs, notamment les chaussures qui chiffrent en plusieurs centaines d'euros parfois, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on fait un sport d'élite et que tout le monde ne peut pas acheter une paire de chaussures à 300 balles. Et moi, je le vois notamment dans mon métier. Je travaille dans un quartier à Chambéry où les gens n'ont pas forcément les moyens de mettre 300 balles dans une paire de chaussures. Et pourtant, il y aurait des gens qui pourraient faire du sport, pourraient faire du trail, mais ils le font pas forcément parce que c'est pas accessible. Et c'est vrai que Decathlon, et du coup Keeprun, la marque de Decathlon, ils ont dans leur valeur de rendre accessible au plus grand nombre le sport. Et ça, c'était hyper important pour moi. Donc il y avait ces valeurs, l'idée de collaborer à faire des nouveaux produits. Et puis après, il y avait, je reconnais aussi que il y a le projet des filles, là, le groupe Evadict Women, qui est devenu Keeprun Women. Tu avais des super échos. Et voilà, ça fait 2 ans que ça existe. Et j'en connais plein des filles qui sont dans ce groupe. Et toutes m'ont dit que c'était super. Et du coup, j'avais l'impression de rejoindre une grande famille. Et ça, voilà, il y avait beaucoup de choses qui rentraient en ligne de compte. Et bon, là, l'histoire vient de commencer. Donc, j'ai pas encore vécu de belles choses pas encore vécu de très belles choses avec Keeprun, mais l'accueil qui m'a été fait était excellent et ça a vraiment conforté tous les points que je viens de te dire. J'ai déjà pu discuter avec des gens très, très intéressants, très compétents pour les produits. J'ai vraiment eu l'impression de rejoindre une famille, donc c'était top. À titre personnel, là, Thomas, tu es en amorce de transition sur des formats 100 km auxquels tu vas te consacrer à moyen terme. Est-ce que c'est une espèce de rebond face à une forme de certaine lassitude ou est-ce que c'est une aspiration profonde, viscérale? Comment est-ce qu'on pave le chemin pour espérer briller sur ces formats-là là, dans quelques années, à horizon de 3 ans? Ouais, l'idée, il y avait une forme de lassitude du format à 40 bornes. Alors, je te dis ça, mais demain, je cours 46 bornes. Et t'es débordant d'envie. Ouais. Non, mais l'idée, c'est que j'ai vécu une année 2023 assez compliquée où j'ai pas réussi à être très performant sur les courses objectifs. Et c'était des formats 40 bornes. Et notamment, au niveau psychologique, ça a été compliqué à chacune de ces courses où j'étais dans une spirale un peu négative. Et du coup, j'avais besoin de passer à autre chose. Donc là, le projet, c'est de découvrir le format 100 km pour les 2-3 prochaines années. Parce que je pense que c'est le temps qu'il me faut pour être performant. C'est pas d'un claquement de doigts qu'on passe d'un 40 bornes à un 100 bornes. J'ai déjà fait des formats 80 qui me correspondent bien, mais 100, c'est encore différent. Donc je me laisse 2-3 ans pour essayer d'être performant sur cette distance-là. Mais pour autant, je me dirige pas inexorablement vers l'ultra trail. J'en ai pas forcément le désir actuellement. Je pense que je reviendrai je resterai toujours attaché à ce format marathon, mais j'avais envie de nouveautés, de découvertes. C'est surtout ça qui m'anime actuellement. Si on regarde d'un point de vue un peu global aujourd'hui, Thomas, est-ce que tu as l'impression d'avoir trouvé le bon équilibre entre ton métier de professeur des écoles à mi-temps, ta vie de jeune papa, tes ambitions sportives? Et deuxième question sous-jacente, est-ce qu'aujourd'hui, ta paternité a changé des choses dans ta pratique? Est-ce que tu as une espèce de recul ou un petit pas de côté qui fait que tu l'appréhendes aussi différemment et que ça t'apporte des choses qui n'étaient peut-être pas présentes il y a 2 ans? Ouais, j'ai trouvé un équilibre, ça c'est sûr. Actuellement, j'ai envie de continuer comme ça, j'ai un grand confort de vie, je m'épanouis dans beaucoup de choses et je fais ce que j'aime. J'ai l'impression d'avoir du temps pour à peu près faire tout ce que j'aime. Donc ça, c'est le bon équilibre. Et tout en restant en
continuant cette quête de performance en trail. Donc j'aimerais bien maintenir cet équilibre. Alors après, ces sujets, il faut que je puisse continuer à exercer à mi-temps le professeur des écoles, ce qui n'est pas forcément facile. Bon, ça, c'est des soucis administratifs. Et au niveau de ma paternité, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'imagine plus ma vie sans ma fille. Et c'est vrai que ça rajoute des contraintes. Dans une course, tu peux penser à elle, par exemple, parce que ça peut te porter, donner de l'élan. Non, moi dans mes courses, je pense pas. T'es très analytique, très concentré sur tes sensations. Il n'y a jamais il y a pas de passion, il n'y a pas d'évasion dans ma course. Il y a trop de concentration, trop de douleur peut-être à certains moments, ou trop de... Oui, il y a vraiment... Et dans le mal, justement, tu vas pas chercher ça, non, c'est justement ces trucs qui peuvent te réchauffer le cœur. Non, mais je dirais que c'est plus dans... Alors, au niveau de la course à pied, ça m'apporte pas grand-chose. Mais c'est plus dans la joie que ça m'apporte dans les moments d'à côté de la course à pied que ça me fait du bien. Tu vois, je me sens mieux dans ma peau, je me sens bien dans ma peau, disons, et je me sens heureux dans plein d'à côté de la course à pied, plein de choses à côté de la course à pied, et du coup, je pense que ça me fait courir mieux. Mais au niveau de la course à pied, c'est pas plus facile. Je veux dire, c'est même plus compliqué parce que ça réduit les temps de récup, ça réduit... les nuits sont plus compliquées. Voilà, pas seulement les nuits, les siestes, la récup c'est plus compliqué. Du coup, qui dit récup plus compliqué dit plus de fatigue et du coup dit des entraînements plus difficiles. Mais tout ce que ça m'apporte à côté, la joie, le partage, toute cette vie cette petite fille qui grandit devant moi, ça apporte tellement de joie que ça me transporte un peu dans tous les autres aspects de ma vie, que ce soit professionnel, du coup dans mon job de professeur des écoles ou dans la course à pied. Merci pour ces premiers échanges. Thomas, je te propose qu'on passe maintenant à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai 3 questions hautement philosophiques à te proposer. Pas simple. La première d'entre elles, une erreur ou un imprévu qui t'a particulièrement fait avancer dans la vie? Eh ben, cette erreur, c'est le fait d'avoir succombé à la passion de la course à pied. Dans mes tout débuts, et j'en ai vraiment trop fait. J'ai couru un peu n'importe comment, et ça a conduit à une fracture de fatigue à la hanche en 2018, pardon, et avec un arrêt de la course à pied pendant près de 9 mois, et où je me suis posé beaucoup de questions, je te l'ai dit, et c'est vrai que voilà, ça a été vraiment il y a eu un avant et il y a eu un après cette fracture de fatigue. Et ce rebond au trail de la Drôme, effectivement, dont tu nous as parlé. Ton souvenir d'enfance le plus précieux? Alors, j'ai pas beaucoup de souvenirs d'enfance. Je perds la mémoire. Moi, j'en ai très peu aussi, j'ai du mal. J'ai du mal à me souvenir, mais j'ai passé vraiment j'ai une grande famille, et c'est vrai qu'on a passé vraiment des super moments en famille au cours de mon enfance. J'ai des souvenirs de sport en famille, on a fait du vélo, on a marché, on était tous ensemble, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et que j'aimerais offrir aussi à ma fille et à mes enfants si j'en ai d'autres. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important comme souvenir d'enfance. L'émotion la plus difficile à gérer? Et c'est pas vraiment une émotion, vraiment le truc que j'ai du mal à gérer, c'est la faim. Okay. Quand j'ai faim, tu deviens irascible? Je suis extrêmement, extrêmement irascible, susceptible. Enfin bon, tous les, je perds le contrôle, quoi. Et tu t'en rends compte? Et je m'en rends compte. Et donc tu culpabilises? Enfin bon, c'est un cercle vicieux. Okay. C'est vraiment dur. C'est une forme d'hypoglycémie où on tombe pas par terre, mais où on s'énerve vite. Et ce qui est compliqué, c'est que ça m'arrive peu en société, c'est-à-dire quand je suis avec des gens que je connais pas trop, ça, j'arrive à gérer, mais qu'avec mes proches, c'est plus souvent. Et de par le sport, ça arrive souvent que que j'ai faim. Okay. Au moins tu sais, tu as identifié le problème. Merci beaucoup Thomas. On va passer maintenant à la question qui pique. Donc c'est un format de question un peu déconne, forcément tiré par les cheveux. Donc voilà, avec le Mont Ventoux, il y a de quoi faire. Je vais partager avec toi 3 affirmations autour du Ventoux. Il va falloir que tu me dises si c'est vrai ou faux. Le fond de la question, c'est savoir si on vend de tout ou pas. En gros, est-ce que tout se vend ou pas? Donc vrai ou faux? La première de ces 3 questions, l'air d'un concert de Kanye West. Est-ce qu'on a vendu déjà de l'air d'un concert de Kanye West? Moi, j'en suis sûr. Ouais.
C'est triste. Mais effectivement, des sacs d'air qui ont été prélevés lors d'un de ces concerts ont été proposés à la vente sur une plateforme d'enchères en ligne. Voilà, soulignons l'obsession des fans pour tout ce qui touche à leurs idoles. On l'aura constaté et déploré, je pense. Oui, l'eau du bain, les ongles. Enfin bon. Ah, les ongles, je savais pas. Ouais, c'est bien ça. Je pense qu'on peut tout vendre. Hein. La peau des ampoules, ça pourrait être pas mal, ça, pour le trail running. Oui, mais bon, je m'abaisse pas à ce genre de... Non, c'est vrai, ça te ressemble pas, effectivement. De la poussière de lune, est-ce que ça se vend ou pas? Je suis pas sûr. Ou alors pour des collectionneurs, mais je pense que c'est plutôt des trucs scientifiques. Exactement. Alors oui, c'est absolument vrai, et c'est juste qu'effectivement on n'a pas le droit. Oui. Il y a eu le cas avec des échantillons qui ont été ramenés des missions Apollo qui ont été vendus, bien qu'effectivement la légalité de ces ventes puisse être complexe parce qu'il y a des traités internationaux sur les objets spatiaux. Bref, pas de chance, j'ai une formation de juriste, alors la vente, je connais. Franchement. Et puis en plus, mon petit doigt me dit que tu vas tout à fait trouver la troisième affirmation. Attention, je peux me tromper. Ouais, je pense que là tu vas y aller tout droit. Des poils de moustache de Zach Miller. Je pense que ça pourrait se vendre, mais voilà, je connais pas Zach, mais je pense que ça lui ressemble pas. Je pense pas. Alors je l'ai imaginé dans mon cerveau, donc à moins que Zach ait eu cette idée-là un peu saugrenue. Oui. Dans l'absolu, il est fantasque, donc pourquoi pas. Mais je suis pas certain. Ou alors pour une bonne œuvre. Ouais, effectivement. Voilà. Ouais, exactement. Bah, bravo Thomas, 3 sur 3. Alors je t'ai fait grâce quand même. Il y en avait une que j'avais trouvée qui était assez flippante. C'est des gens qui ont acheté une valise en Nouvelle-Zélande aux enchères. Et dans la valise, ils ont trouvé des membres humains. Voilà, c'est fabuleux. Donc, on vend vraiment de tout. Voilà. On aura bien une confirmation. On vend tout, exactement. Bah, ce questionnaire se solde par un bilan très positif, Thomas. Voilà, si te reste un peu de cash, je te propose qu'on passe maintenant à ta course épique à venir, le Trail du Ventoux. On l'a dit en préambule de cet épisode, tu es déjà venu et tu as déjà brillé ici 3 années, en 2020, 2021, 2022. Quel lien tu entretiens avec cette course? Est-ce que tu as un affect particulier avec elle? Ou est-ce que elle se place bien dans la saison à chaque fois? C'est une bonne façon de l'amorcer, de se tester un peu, voir où on en est? C'est une course qui est importante. Pour moi, c'est la course qui initie le début de saison de trail en France. En tout cas, le trail au niveau élite, c'est la course sur laquelle se rejoignent les coureurs les plus investis depuis de très nombreuses années. C'est aussi une course que j'ai découvert bien avant que je sois performant et où j'ai vu des grands noms briller. Du coup, elle m'a vraiment attiré dès le départ. Et ensuite, c'est une course sur laquelle j'ai eu que des bonnes expériences. Alors c'est vrai que revenir courir à un endroit où tu as eu que des bonnes émotions et que des bonnes sensations, ça fait toujours plaisir, quoi. C'est associé à des bons souvenirs. Est-ce que là je te trouve dans des bonnes dispositions? Comment s'est passé ton hiver? Là tu as été notamment un peu sur le terrain du cross avec un titre de champion des Alpes. Est-ce que tu as le sentiment là d'arriver dans des dispositions qui sont quasi optimales avec donc à la fois le Ventoux et puis en ligne de mire le trail de la Drôme là, le 7 avril? Ouais, ma saison s'est arrêtée à la Saint-Élion l'année dernière en décembre, et puis après j'ai pris 3 semaines sur une belle victoire, ouais, pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas. sur une 3 semaines de coupure, et puis j'ai repris tranquillement fin décembre, début janvier, pour en effet préparer un premier cross. Ça s'est bien passé, et puis là j'en ai pas trop fait, j'ai fait comme il faut, régulièrement, comme d'habitude. Tu croises ou pas avec d'autres disciplines? Ouais, un peu le vélo, un peu le ski de fond. Voilà, ça dépend. Raisonnablement. Très raisonnablement, à raison d'1 ou 2 fois par semaine. Après, je fais tous mes déplacements quotidiens en vélo, donc moi je considère que c'est de l'entraînement croisé finalement. Mais du coup, oui, le début de saison s'est bien passé, et puis je suis dans des bonnes dispositions aujourd'hui. Il faut pas se tromper. Vraiment, l'enjeu de la course de demain, c'est de ne pas se tromper d'objectif, parce que voilà, il faut pas griller des cartouches les cartouches qui seront importantes dans un mois aux France de Trail. Donc demain, ça va être une course, il va falloir être dans une course de la sagesse plus qu'une course de la passion, parce que voilà, ça sert à rien d'y laisser des plumes. Tu sais faire ça? Être sur la retenue un petit peu et pas envoyer complètement, ou c'est difficile, c'est contre nature? Je pense que on verra demain, mais le problème c'est que quand t'es devant, même si t'es pas en tête, quand t'es devant en tête, c'est dur de pas lâcher les chevaux, parce qu'il y a l'euphorie. Quand t'es derrière, c'est dur de pas accélérer, parce que il faut envie, c'est le jeu, quoi. Il faut gagner. Mais non, je compte sur les conditions météo compliquées pour que la course soit pas trop rapide. Et puis non, mais il va falloir être attentif et surtout pas se blesser, en fait. C'est être très concentré, pas faire de chute, bien manger, bien boire, et pas pour qu'il y ait le moins de traces possible lundi après la course, pouvoir reprendre l'entraînement rapidement et sans qu'il y ait de bobo, quoi. On l'entend entre les lignes, la place de l'équipe de France, elle a l'air assez centrale aujourd'hui. C'est vraiment au cœur de ton projet aussi d'accomplissement dans ta pratique. C'est pas un complément ou un bonus, c'est vraiment assez central dans les objectifs que tu te fixes dans l'année. Je sais que ça compte aussi beaucoup pour toi sur un côté
collectif, en fait, ça t'apporte cette dimension-là qui est essentielle. Il y a plusieurs aspects qui m'intéressent dans l'équipe de France. De un, c'est un rêve de gamin. Porter le maillot de l'équipe de France, je le souhaite à tout le monde. Hein. C'est vraiment quelque chose qui... le sport, comme ce que je te disais tout à l'heure, le sport, ça te dépasse un peu. C'est plus seulement toi qui cours, c'est toi qui cours avec... tu représentes quelque chose. Donc ça, je cherche. J'aime le collectif France qui est composé de plein d'individualités super et avec qui j'ai vécu des beaux moments et que j'aimerais retrouver. Et il y a aussi un de mes rêves sportifs qui est de faire de faire un titre en grand championnat d'Europe ou championnat du monde. C'est ça que je vise depuis de nombreuses années et c'est pour ça que je travaille. Et enfin, il y a le fait que pouvoir porter le maillot français et rejoindre l'équipe de France, ça me permet d'avoir ça a des répercussions sur mon boulot de professeur d'école. Ça me permet par exemple d'exercer à mi-temps. C'est parce que je suis reconnu, je suis dans l'équipe de France que je suis reconnu sportif de haut niveau par la Fédération française. C'est pour ça que j'ai le droit d'avoir un mi-temps en tant que professeur des écoles et du coup ça participe à mon équipe de vie. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, si je continue à faire du haut niveau, est assez important dans ma pratique. J'en reviens avant tout là pour demain. Est-ce que tu as pour habitude de regarder la start list et de mettre un peu le nez dans les concurrents et les forces en présence, ou est-ce que tu avais entendu évoquer cette notion-là d'intrinsèque? Est-ce que l'objet, c'est d'abord de te concentrer sur toi, ce que tu vas délivrer, ta stratégie de course, ta nutrition, ce que tu maîtrises comme paramètre, ou est-ce que tu as quand même une analyse assez pointue de qui va être sur la ligne de départ et comment peut se jouer la course au fonction des profils en face de toi? Non, je réfléchis pas trop en fait. Surtout là sur ce parcours-là que je connais très bien. Je t'avoue que je suis pas encore trop rentré dedans. On verra, là il va y avoir la fin de journée où je vais pouvoir réfléchir un peu à la nutrition et puis après il y aura demain un début de course où il y aura le stress et non, là je vais y aller au feeling, voir ce qui se passe demain dans la réalité, parce que tu peux faire tous les plans que tu veux théoriques en amont, ça sert pas à grand chose parce que la course elle se joue en temps réel, quoi. Il faut être capable de prendre les bonnes décisions au bon moment et être capable d'analyser, de garder la tête froide tout en restant concentré. Et c'est ça le plus important. Donc, non, pas trop de théorie, pas trop d'avant-course. Je suis juste sérieux pour être bien prêt le jour J. T'es venu avec qui là? Il y aurait qui autour de toi? J'ai aperçu Philippe là tout à l'heure sur le village. Il va être présent aussi sur les sentiers. Oui, il y a mon épouse et Philippe qui vont me suivre, me faire les ravitaux. C'est l'équipe de choc. Avec eux, ça fonctionne souvent quand même. Thomas, le but du jeu là, c'est de valider quoi ici? Ta course, elle sera réussie si quoi? Qu'est-ce que tu satisfera demain quand on se reverra? J'ai pas réfléchi à ça. C'est une bonne question. La course sera réussie si elle est terminée sans bobo et si je suis fier de moi demain vers midi. Si demain midi, je suis fier de ce que j'ai fait et que je ressors de la course sans blessure, alors ça sera réussi. Voilà, ça vient valider le cycle d'entraînement qu'on a fait depuis le début de l'année. Et puis du coup, ça vient. Il n'y a pas besoin de valider la forme, je sais que je suis en forme. Non, c'est vraiment, voilà, être fier de soi demain, reprendre des marques aussi en trail, c'est ça le plus important. Et penser quand même que demain, à l'arrivée, dans un mois, il restera 10 bornes. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas, Thomas, que la course se passe comme ça. Est-ce que tu peux juste nous dire là, la fin de ta journée, ce que tu as prévu? Donc là, il y a un petit footing, ouais, là, pour aller courir, tâter la pluie. Ça, c'est quoi? C'est une demi-heure, une heure? Ouais, une demi-heure, trois quarts d'heure. Juste tourner les jambes pour faire passer le voyage en voiture de ce matin. C'est pour la tête aussi ou ça change rien? C'est vraiment juste pour physique? Ça change rien. Franchement... Je me pose toujours la question de cette séance qui est posée la veille, tu vois, de 30-45 minutes. Est-ce que c'est aussi pour se rassurer un peu comme on a... Non, je pense pas. En plus, les sensations que tu as à ce moment-là veulent rien dire sur le lendemain. Comme les sensations quand tu t'échauffes, de l'échauffement de jour de course veut rien dire. À mon avis, ça veut rien dire. Non, c'est juste voilà, faire tourner les jambes, avoir un peu plus faim ce soir. Sinon, j'aurais eu l'impression de passer ma journée à manger. Voilà, non, mais... Et puis après, revoir Philippe et Anne-Claire, mon épouse, pour voir la stratégie au ravito. Puis après... Au lit à quelle heure? Je sais pas, on verra. Quand je serai fait... De toute façon, demain, ça part tard. Bah donc, oui. Ça part à 8h, donc il y a amplement le temps. Ouais. Non, pas plus de programme que ça. Si, il faut que je vois Thibaut Garivier pareil pour les ravitaux, parce que c'est mon épouse qui fera les ravitaux, donc il faut qu'on se croise, sympa, c'est tout. Bon esprit. Ouais, mais bon. Il en aura tout autant besoin que moi demain au ravito, donc
Donc voilà, et puis comme c'est un copain, c'est... Ah oui, bonne course à Thibaut aussi, on lui souhaite. Ouais, exactement. Merci Thomas, je te souhaite d'avoir les yeux aussi humides d'émotion à l'arrivée demain que cette grandiose météo qui s'annonce. Merci d'avoir trouvé le temps, en tout cas c'est pas forcément des moments évidents la veille d'une course, donc je te remercie. Et puis on se donne rendez-vous là dans 24 heures. Ça va être un petit claquement de doigts et pour nos auditeurs, mais 24 heures se seront écoulées. Et puis voilà, j'espère que tu auras trouvé ce que tu es venu chercher ici. Je te le souhaite de tout cœur en tout cas. À demain. À demain. Le final de cette 22e édition. Oh là là, le sprint, il est là, c'est de loin. Il est là, c'est de loin. Thomas Cardet en tête. Thomas Cardet, il est là pour la phase de 3. C'est là, innovation s'il vous plaît. Il est là. Incroyable, Thomas Cardet, Thomas qui brasse. Il a tout donné, qui s'effondre. Triple vainqueur de ce trail du Ventoux. Incroyable l'intensité que nous vivons. Thomas. Il est là, Thibaut Garivier deuxième, ils se sont poussés dans leur dernier retranchement, ils ont tout donné, c'est fou cette 22e édition, deux exceptionnels, deux immenses champions, oh là 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 là. Ça y est Thomas, petit claquement de doigts, on se retrouve 24 heures plus tard, ça va ? 24 heures plus tard, avec le sourire, un peu plus mal aux jambes, mais... Toujours pas le soleil ? Non, toujours pas le soleil, mais il pleut moins. Thomas, je t'avais laissé hier avec 3 objectifs que tu avais annoncés. C'était être fier de toi après la course, reprendre tes marques en trail et puis être relativement raisonnable. Est-ce que ces missions triplement accomplies pour toi, est-ce que c'est ce qui refait de toi une course réussie de ce Ventoux ? Est-ce que c'est... Oui, je pense qu'aujourd'hui, la course, elle a été réussie. Le premier objectif, reprendre les marques en trail, c'est fait. J'ai fait une belle course. Deuxième objectif, être raisonnable. J'ai pas l'impression de m'être blessé, donc c'est pas mal. Je suis allé un peu loin dans l'effort, mais je pense que j'ai gagné en expérience et c'est bien. Troisième objectif, c'était être fier de toi. Être fier de moi. Et oui, voilà, c'est en lien aussi avec le fait que j'ai l'impression d'avoir gagné en expérience aujourd'hui. Donc je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis fier de la manière dont j'ai gagné aussi, qui était un peu inédite. J'avais jamais vraiment gagné comme ça. C'est une première fois et c'était pas facile. Un coude à coude avec Thibaut Garivier. Ouais, une belle bagarre amicale, puisqu'on se connaît bien, qu'on s'apprécie et qu'on aime courir ensemble, mais très compétitif quand même. C'est-à-dire que Thibaut, c'est quelqu'un qui adore la compétition, qui ne laisse... il lâche rien. Qui ne lâche rien, il ne fera jamais une arrivée main dans la main. Ce qui va bien, là, cette idée de ne pas avoir de collusion et puis d'aller au combat et qu'il n'y ait qu'un seul qui triomphe. Oui, alors moi, je ne suis pas forcément toujours d'accord avec ça. Il y a des moments où ce qu'on vit avec quelqu'un dans une course peut amener à faire qu'on partage une arrivée ensemble. Mais là, aujourd'hui, bon, c'était Thibaut et par respect pour lui, je savais qu'il fallait que je me batte jusqu'au bout. Donc ça a été un mano à mano, c'était assez épique. On s'est poussés tous les deux dans nos retranchements et je sais qu'il lâche rien. Donc il a fallu attendre vraiment le dernier moment pour se départager et j'ai dû m'employer vraiment beaucoup pour aller la chercher cette victoire. Donc voilà, bien fier de moi. D'autant plus de satisfaction. On va rembobiner un tout petit peu là, Thomas, sur la journée. Il y a une multitude de scénarios qui ont été un peu évoqués ce matin au petit matin, parce que la nuit a été très compliquée, des orages à 3h30 du matin, un changement de parcours qui a été évoqué. Je crois que même l'idée d'annulation a été envisagée du bout des lèvres à un moment, puis on est revenu sur le maintien du parcours. Est-ce que toi, tu es imperméable, sans mauvais jeu de mots, à toutes ces variations à quelques minutes du départ ? Est-ce que ça glisse sur toi ou est-ce que ça peut bousculer un peu la sérénité d'avant-course habituelle ? Ça n'a pas trop bousculé la sérénité, mais ça a fait... ce matin, en me levant, je savais que j'allais devoir faire preuve d'adaptation. J'allais devoir être assez souple dans la façon... je pouvais pas me fixer une façon de courir et m'y tenir. Ça allait pas fonctionner. Donc, par exemple, ce matin, dans cette histoire d'adaptation, par exemple, j'ai pris 4 gels en plus dans mon sac parce que je savais pas ce qui allait se passer. Et il fallait être prêt que soit prêt à toute chose qui puisse arriver. Donc voilà, non, ça m'a pas trop touché. Après, ça a été en course plus compliqué par contre de se remobiliser mentalement quand le parcours change pendant la course. C'est vrai que c'était pas facile. On est dans un certain état d'esprit pendant qu'on court. Là, moi, j'étais plus en mode de gestion et d'un coup, la course sur un claquement de doigts, la course est passée en mode vraiment de guerrier où il fallait plus gérer, il fallait creuser des écarts, il fallait les faire alors qu'on les avait pas fait jusqu'à présent.
et il fallait essayer d'aller au bout et de gagner. Donc c'était plus pendant la course que ça a été dur mentalement. Le début de course, il a été plutôt en gestion, donc vous étiez groupé à 4 avec Thibaut, Benoît Galland et Loïc Roland. Est-ce que c'était fidèle au plan que tu t'étais fixé? Et puis est-ce que tes premières sensations étaient encourageantes? Est-ce que tu attaches aussi beaucoup d'attention au premier kilomètre, savoir quel est ton ressenti? Est-ce que ça donne un bon indice de ce que peut être la suite ou c'est difficile à interpréter? Le fait de rester groupé, c'était dans le plan. Voilà, donc je m'y suis tenu, même si c'était pas toujours facile parce que j'avais les jambes qui fourmillaient un peu, j'avais envie d'appuyer. Mais après, pour ta question sur le premier kilomètre, je pense que t'as qu'à regarder n'importe quel départ de course, tout le monde part hyper vite et à la fin il y a des écarts de fou. Donc tout le monde a les mêmes sensations au départ. On a tous très envie et on est tous frais, donc c'est sûr que ça va très vite et les sensations sont bonnes. Il y a eu donc de l'orage, je l'ai dit, pendant la nuit, beaucoup de neige aussi, plusieurs dizaines de centimètres de neige fraîche qui vous attendait un peu plus haut, un exercice délicat pour ceux qui ouvrent la voie. Est-ce que c'est vraiment une dépense d'énergie qui est décuplée là quand on est en tête de course et qu'on se retrouve dans cette poudreuse? Est-ce que c'est une énergie folle et puis une perte d'allure qui est colossale? Oui, je crois que j'avais jamais couru dans des conditions comme ça. En fait, dans ces cas-là, on fait un autre sport. On fait des raquettes ou du... C'est un sport que t'aimes aussi? Ou du ski. Enfin bon, on se débrouille pour faire autre chose. Là, il n'y avait pas le choix et on avait vraiment de la neige jusqu'aux genoux, voire même plus haut s'il y avait des congères. Et dans ces conditions-là, il est impensable de courir. On s'est retrouvé à marcher et à faire une sorte de chemin, à faire la trace, quoi. Et c'est vrai que c'est pas agréable parce que de un, sportivement, c'est pas ce qu'on aime. Nous, on aime courir. On a l'impression d'être bridé. De deux, c'est assez désagréable parce que il fait froid, ça brûle, etc. Et la troisième chose que j'ai pas appréciée dans ces conditions-là, c'est qu'en fait, on n'avait pas fait un effort pour être devant ce groupe de 4, mais on avait quand même bien couru. Et ça recollait, ouais. Et ça recolle très rapidement, vu que notre progression devant est ralentie, alors que celle des participants qui sont derrière n'est pas forcément ralentie puisqu'ils vont dans nos pas et en 10e position par exemple la trace était déjà presque faite et les gens pouvaient peut-être fondre sur vous, peut-être même trottiner dans la neige. Voilà, après il y a eu une bonne entente dans notre groupe de 4, chacun a pris son tour à faire la trace, voilà, donc c'était très respectueux. Et je leur serais reconnaissant à mes 3 compagnons d'aventure, mais voilà, pas forcément très agréable. Tu apprends un peu plus tard que le parcours est ajusté avec 4 km en moins dans la neige. C'est une décision qui a été prise donc en pleine course. Tu n'es pas tout à fait certain au départ de cette information. Enfin, c'est difficile pour toi de l'accepter avec certitude parce que l'information, elle se décide un peu comme ça et on te la livre de façon pas très officielle. Donc, c'est difficile pour toi de savoir sur quel pied danser. En fait, ça bouscule un peu ça aussi? Oui, là, ça a pas mal bousculé parce que justement, en mettant... comme il était censé rester 4 km dans la neige, j'avais vraiment limité mon effort parce que je me disais quitte à être dans la neige, autant laisser une part du boulot à ceux qui sont avec moi. Ça sert à rien que je sois tout seul devant. Donc j'avais pas fait d'effort pour me détacher. Et il se trouve à ce point d'eau là où on passe, on nous dit mais on n'est pas sûr. Enfin, il y a pas quelqu'un qui dit c'est sûr, le parcours est changé. On entend à la volée comme ça que le parcours est changé, donc on n'est pas trop sûr, mais c'est surtout qu'à ce moment-là, il faut du coup se remobiliser, se dire maintenant, c'est plus le moment d'attendre, alors qu'on avait attendu jusque-là. Et ça a été difficile là. Oui, c'est difficile, oui. La suite de la course, là, donc vous décidez sur un terrain un peu plus favorable, vous décidez d'appuyer un peu plus avec Thibaut. Là, l'idée, c'est justement de commencer à creuser un peu les écarts. Une fois accepté le changement de parcours et constaté que c'est la réalité des choses, c'est le moment d'appuyer un peu plus. Est-ce que vous vous concertez là-dessus ou c'est toi, tu gères ta course toi et puis vous essayez d'emballer un peu l'avant-course? Il y a eu un petit peu d'accordéon, j'ai pris un peu les devants, il est revenu. Il a pris un peu les devants, je suis revenu, ça pendant quelques kilomètres, et puis après, au bout d'un certain temps, on a fait course commune. Et dans ces cas-là, on se pousse l'un l'autre pour faire la meilleure performance possible. Voilà, après, c'était un beau combat, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et puis, c'était à qui lâcherait en premier. En fait, personne ne voulait lâcher et personne n'a lâché jusqu'à 500 mètres de l'arrivée. Ça, c'est une config de course qui te plaît bien, là, justement, cette émulation, parce que vous avez été avec Thibaut, enfin, tu creusais des écarts dans les descentes, tu me racontais, et puis Thibaut revenait régulièrement sur toi dans les montées, donc c'était impossible de te défaire. Tu sentais son hal derrière toi, ouais. Qui était très présent, et on connaît la force mentale de Thibaut au-delà de ses capacités physiques. Est-ce que ça peut être
grisant malgré tout et de porter et t'emmener plus loin, ou est-ce que c'est pénible et t'achèterais plutôt une tête de course très sereine? Moi, j'aime pas trop cette configuration-là. Du coup, maintenant, je sais parce que j'avais jamais vraiment vécu. Parce que t'as la pression tout le temps. C'est agréable si tu cours avec quelqu'un et que tu sais que tu vas gagner. C'est-à-dire que tu te sens vraiment plus fort et que tu sais que quoi qu'il arrive, à la fin, tu seras devant. Mais là, en l'occurrence, c'était pas possible de savoir qui allait gagner. Et du coup, c'est très désagréable parce que tu es obligé de t'employer tout le temps, soit pour suivre l'autre, soit pour être devant et essayer de le décrocher, quoi, et essayer de le faire basculer du côté dans la zone rouge et qu'il puisse plus te suivre. Et donc, c'est vrai qu'en termes d'investissement, ça veut dire que pendant presque 2 heures, on a été à 100%. Et il n'y a eu aucun moment de répit jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'est pas le plus agréable quand même. On aime le sport, mais il y a de la douleur pendant longtemps. Et il faut rester ferme et continuer, quoi. À quel moment elle se pose la question? Est-ce qu'elle se pose systématiquement la question de se dire est-ce qu'on finit ensemble main dans la main? Oui, non. Est-ce que c'est forcément une question qui arrive quand tu vois que le niveau équivalent, ça se tient, il n'y a pas d'écart qui se creuse? À quelques kilomètres de la fin, vous avez cet échange avec Thibaut? Ouais, après, avec certaines personnes, la question, il n'y a même pas besoin de la poser. En l'occurrence, Thibaut. Ouais, Thibaut, il aime pas ça, il est contre cette pratique, il la juge indigne de la compétition. On ne partage pas. On ne partage pas une victoire. Ouais. Bon, je respecte tout à fait. Du coup, oui, quelques kilomètres avant, quand même, j'ai voulu m'en assurer parce que ça aurait changé quand même les derniers kilomètres, qui auraient été beaucoup plus agréables puisqu'on avait une belle avance. On aurait pu finir tranquillement si on avait fini main dans la main. Ben là, non. Donc, voilà. Il y a une des particularités de la fin de course qui est une espèce de petite butte qui est vraiment les dernières centaines de mètres. Est-ce que déjà, toi, à ce moment-là, et est-ce que tu as aussi imaginé que Thibaut essaierait de porter les stockades à ce moment-là? Est-ce que c'était forcément là que devait se jouer, sachant que vous étiez en mano à mano et collé sur vraiment les tout derniers kilomètres? Est-ce que c'était cette butte-là qui allait forcément faire la différence? Ou est-ce que toi, en tout cas, c'est là que tu avais décidé de tenter le coup? Non, à vrai dire, j'avais essayé plusieurs fois avant, en descente et à plat, parce que je pense, meilleur que lui. Je cours plus vite. Mais en fait, je pense que j'ai été limité. Aujourd'hui, j'ai eu du mal à courir plus vite que ce que je faisais. Je pense que la neige m'a beaucoup fatigué musculairement et du coup, j'ai été un peu bridé dans ma vitesse. Donc, à chaque fois que j'ai essayé de le décrocher, il restait accroché derrière. Et donc, il n'y avait pas le choix. Il fallait faire dans cette dernière bosse. Mais t'as pas de certitude à ce moment-là. Tu m'en as parlé à l'amorce de cette bosse-là. C'est une pièce sur deux, quoi. C'est pile ou face. Il y a le coach qui est au pied de la bosse. Il y a mon épouse et il m'encourage et j'ai même pas envie de les regarder parce que j'ai trop peur de décevoir. À ce moment-là, tu te dis que tu peux perdre la course. Oui, je savais pas, mais j'ai essayé de faire tout pour gagner, mais ça dépend pas seulement de toi, ça dépend aussi de l'autre. Et du coup, ça s'est bien terminé pour moi. À quel moment t'as su? J'ai pas su avant la fin, parce que quand t'es à fond, là je pouvais vraiment dans un effort extrême et du coup, j'avais même plus la force de me concentrer sur ce qui se passait derrière. C'était tout donné pour les 2 dernières minutes, je dirais, de la course, et t'as même plus la lucidité de regarder ce qui se passe derrière toi, de contrôler. Tu remportes donc la course en 3h30 et de 29 secondes de mémoire, je crois, et Thibaut finit une petite trentaine de secondes derrière toi. Loïc Roland est également sur le podium à la 3e place. C'est quoi là le sentiment qui domine à l'arrivée? C'est ce dont tu nous parlais tout à l'heure, c'est cette fierté et puis ces apprentissages que cette course-là t'a apporté? Ouais, c'est peut-être le sentiment le plus important aujourd'hui. C'est vraiment je suis sûr que j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Et c'est pas souvent qu'on apprend en gagnant. Parce que souvent, je trouve qu'on apprend plus de ses défaites en rebondissant, en les comprenant, en trouvant les points sur lesquels on a raté. Aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment beaucoup appris en gagnant parce que j'ai gagné d'une nouvelle façon et j'ai été obligé de... À la tête à la tête, au mental. Et le mental, c'est souvent ce qui me fait défaut, notamment quand la course est dure. Et puis tu avais un client en plus en termes de mental avec Thibaut, donc sur cette échelle-là. Voilà, j'ai appris à ses côtés, j'ai pu constater comment lui, il était capable de se faire mal, d'aller chercher loin dans l'effort. Et c'est vrai que ça marque, et je suis pas capable, je pense que je serai jamais capable de faire comme lui. Mais ça montre aussi que j'arrive à serrer les dents et j'arrive à tirer mon épingle du jeu dans cette configuration de course que j'avais jamais vécue. C'est ton Ventoux le plus difficile à ce jour? C'est mon Ventoux le plus difficile, celui où j'ai eu le plus mal
et où j'ai subi le plus. Pas forcément celui qui laissera les plus grosses séquelles. Je veux dire, demain, je marcherai peut-être mieux qu'il y a 2 ans. Mais pendant la course, ça a été très dur. Est-ce que tu aurais fait quelque chose différemment là, a posteriori, sans peut-être pas encore tout à fait le temps de l'analyse très en profondeur? Est-ce que tu ajusterais des choses à ta gestion de course? Il y avait une descente technique à un moment vers le 20e kilomètre, avant qu'on sache justement que la course allait être... le parcours allait être changé. Et il y a un homme qui a pris les devants, qui nous avait rattrapés. Je me souviens, je connais pas son prénom. Il a pris des risques dans cette descente et il a creusé un écart. Si j'avais su, je serais resté avec lui. J'avais amplement les capacités de le faire, de courir plus vite dans cette descente. Mais en l'occurrence, c'était pas le but, parce que je pensais qu'il allait avoir encore pas mal de temps pour... je pensais que ça allait servir à rien, vu qu'il y aurait de la neige plus tard. Donc je suis resté bien calme. Et après, si j'avais su un peu avant, c'est sûr que je me serais débrouillé pour le suivre et gagner quelques secondes qui auraient été très précieuses pour la suite de la course. C'est quoi là, la première chose dont tu as envie quand tu termines une course comme celle-là, que tu es allongé en croix par terre? Tu penses à quoi? Pas grand-chose. À essayer de me relever, non. Très rapidement, j'ai eu envie d'une crêpe. C'est la fameuse crêpe. Il y a une petite roulotte là au Ventoux qui vient chaque année et les crêpes sont bonnes. Okay. Et du coup, c'est venu très vite. J'avais faim. Du coup, la crêpe s'est vraiment imposée dans mon esprit très rapidement. Au bout de 3-4 minutes déjà. Non, j'avais soif et faim, donc ce qui montre que je suis allé loin dans l'effort. Là, les prochains jours, donc ça va être retour au calme. Tu nous en as parlé, là, il faut se remobiliser. Il y a un petit peu de temps, mais il va falloir vite repartir sur un bloc, c'est ça, là, pour préparer la Drôme? Pas forcément vite repartir, mais replacer un bloc dans des bonnes conditions, en étant rigoureux et en prenant pas trop de risques non plus. On voit que, voilà, je sais que la forme physique est là. Ça a été démontré encore aujourd'hui. Ça sert pas à grand-chose de faire un dernier sprint à l'entraînement pour essayer d'être encore meilleur. Non, il faut continuer tranquillement et arriver frais, non blessé le jour des France dans un mois. De toute façon, là, t'enchaînes les voyants, ils sont tous verts là depuis ces dernières semaines, donc le cap, il faut le maintenir. Oui, c'est ça. Il y a donc cet objectif-là au Trail de la Drôme, on en a parlé un peu plus tôt dans l'épisode. Il y a un autre rendez-vous qui va être important pour toi un peu plus tard dans l'année. Ça serait quoi pour toi une première CCC réussie? J'y suis pas encore, hein. Je me projette pas si loin. Ouais. C'est vrai que je me projette objectif après objectif. Tu vas pour apprendre en tout cas? Voilà, j'y vais pour apprendre. Cette CCC, j'aimerais la finir. J'aimerais la finir dans des bonnes conditions et à une place respectable, avec un temps respectable. Voilà, après ça va être compliqué vu que ça sera la première fois que j'irai sur 100 bornes. Ça sera pas forcément facile parce que j'aurai pas forcément l'entraînement adapté au vu des vacances que je vais passer. Voilà, mais l'idée ça va être d'apprendre, de prendre des marques sur cette distance, sur cette course, et puis ensuite d'en tirer des conclusions pour être très bon dans 3 ans, enfin en 2026. Une construction. Exactement. Merci beaucoup Thomas d'être revenu avec nous sur ton Ventoux. Là, la suite de la journée, c'est retour à la maison, retrouver votre fille. C'est toi qui conduis ou pas? Est-ce que tu as les cannes pour conduire ou c'est compliqué? C'est pas négocié encore? Je pense qu'on va faire un petit peu chacun. Tu pourrais en tout cas. De toute façon, après une course, enfin moi, je suis trop excité pour dormir, donc non, on va voir. La conduite, c'est à négocier. Et puis oui, retrouver notre fille à Grenoble et puis rentrer à la maison ensuite. Merci beaucoup Thomas, c'était un plaisir d'échanger avec toi. C'était la première fois que je te recevais dans le podcast, donc je suis ravi que tu m'aies offert cette chance. Bravo pour cette très belle performance. Merci. Et puis rendez-vous dans 4 semaines au Trail de la Drôme. Ça Exactement. Va être un beau rendez-vous aussi. Ouais. On a hâte de voir comment tout ça va se passer. Ça va être une belle densité. Un très gros combat. Ouais. Je pense la course de l'année immanquable. En France. Ouais. En France, il va y avoir tout le monde, tous les gros clients et on aime quand il y a... On dit souvent que le niveau en trail, il est pas très dense parce que les gens s'éparpillent un peu par-ci, par-là. Une course comme ça en début de saison, eh ben, elle ramène tout le monde. Et quand on aime la compétition, on peut que aimer ce genre d'événement. Même si ça permet moins de gagner, c'est plus dur de gagner sur ce genre d'événement. Mais on s'en fiche. Incroyable. En fait, le but, c'est la beauté du sport. Et là, le sport, il sera beau. À Buis-les-Baronnies, ça sera forcément magnifique ce qui va se passer. À vaincre sans mérite, on triomphe sans gloire. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Face à une adversité, en tout cas, d'autres compétiteurs de ce niveau-là, ça va être sublime. On a hâte de voir ça, en tout cas. Bon retour, Thomas. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.